suis Fatimata Dialloba dans Culture Livre. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Fatimata Dialloba. Je suis professeure de lettres classiques au lycée français Jean Mermoz de Dakar et je suis également auteure de 2 romans maintenant. Comment êtes-vous arrivée à l'écriture? Alors, je suis arrivée à l'écriture par la lecture. J'ai énormément lu, énormément emmagasiné et cela m'a donné l'envie de partager à mon tour cette vie intérieure que je portais déjà. Vous avez écrit 2 romans. De quoi s'agit-il? Alors, le premier roman qui a été publié une première fois en 2018 et réédité cette année par l'Harmattan s'appelle Des cris sous la peau. Et il raconte la folle semaine d'une jeune femme émigrée à Paris qui rentre à Dakar comprendre ce qui se tapit dans son passé et va lui permettre de comprendre son présent et l'affronter. Et les petites filles, en partant, la première phrase du roman, c'est une petite fille de 45 ans prend l'avion pour la 2e fois vers Dakar. Et donc, ça raconte sa trajectoire, cette semaine dans laquelle elle va découvrir énormément de l'Afrique, elle va découvrir le pouvoir de l'Afrique réellement et ce que cache également elle-même son propre malaise. Elle va découvrir des choses qui vont lui permettre de comprendre sa propre vie. Alors le 2e roman est intitulé Rouge Silence et c'est la suite du premier. En fait, c'est Rouge Silence, c'est un titre un peu énigmatique qui dit tous les murs, toutes les barrières, tous les silences que l'on porte en soi et qui empêchent notre parole en fait de s'exprimer, la parole des femmes. Alors il y a plusieurs portraits féminins à l'intérieur et chacune de ces paroles féminines raconte une forme de désarroi, une forme de violence subie. Mais c'est un livre qui est plein d'espoir. Qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui vous a réellement poussé à écrire ce livre? Rouge, silence. Pourquoi rouge et en même temps silencieux? Alors, les silences rouges, au rouge silence, le rouge est une couleur connue pour son symbolisme. Il porte, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la souffrance, c'est la couleur de la violence. Ça peut être également une couleur très lumineuse. Les silences sont également ambigus. Le silence, ça peut être ce qui vous empêche de parler, c'est-à-dire ce qui vous emmure, le corset dans lequel vous vous débattez et que vous ne pouvez pas exprimer. Et les rouges silences représentent, selon moi, tout ce contre quoi on doit se battre pour exprimer sa propre voix. Voix VOIE, mais également voix VOX, car je crois fortement au pouvoir de la parole. La parole est puissante et lorsqu'elle est délivrée, elle permet de régler pas mal de situations. Même si le silence, je vous disais, était ambigu, c'est-à-dire il y a également un côté, dans le silence, on médite. Le silence est porteur également de l'espoir, il est porteur de tous les possibles. Et c'est ce que je voulais exprimer dans ce texte, exprimer l'ambiguïté de tout finalement. Nous naviguons entre deux. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Nous sommes fortement imparfaits et nous allons vers, nous progressons. Nous essayons d'aller pas après pas. Que pensez-vous de la littérature sénégalaise? Nous avons vu cette année également de nombreux écrivains sénégalais ont eu des prix sur le plan international. Qu'est-ce que vous pensez de la puissance, si on peut dire, de la littérature sénégalaise? Alors, le Sénégal a déjà été la proue
de l'Afrique en matière de littérature. Bon, on ne présente plus le président Senghor, mais il avait réussi quand même à faire du Sénégal un pays fort respecté dans ce domaine-là, dans le domaine de la culture. Et ça revient petit à petit. Il y a un génie créateur formidable au Sénégal. Il y a des auteurs plus anciens, des auteurs plus jeunes. On l'a vu avec Boubacar Boriscio qui a gagné le prix Neustadt, Mohamed Mougarsar qui a gagné le prix Goncourt ici, et il y en a d'autres. Il y a énormément de jeunes pousses qui sont là, qui ont une écriture solide, et les femmes aussi se défendent très bien. Il y a des poétesses, il y a des romancières, il y a des essayistes. Cette littérature sénégalaise est extrêmement puissante et je pense qu'elle peut tenir la dragée haute à n'importe quelle littérature dans le monde. Il faudrait juste qu'elle puisse s'épanouir au niveau international, qu'on lui ouvre les portes et qu'on ne mette pas tout dans le moule de la littérature africaine. Il y a plusieurs types de littérature africaine et la littérature sénégalaise est très particulière. Parce que les littératures sont contextuelles, elles dépendent du contexte dans lequel elles sont produites. Et le contexte sénégalais, je ne sais pas, favorise depuis vraiment quelque temps le slam, par exemple, la poésie. Il faut écouter les slameurs sénégalais, mais c'est de pure merveille. Al-Farouk, malheureusement, nous a quittés, mais quelle puissance, quel talent. Et ils sont nombreux. Khalil Diallo, c'est un jeune homme que je porte dans mon cœur, qui a écrit récemment L'Odyssée des oubliés et qui est un merveilleux roman qui mérite d'être découvert. Venez à la rencontre vraiment de cette littérature sénégalaise. Il y a énormément de titres. J'ai voyagé dans le cadre de ce festival du livre avec Ibrahima Anne. Ibrahima Anne, c'est errance, c'est l'écume du temps. Mais c'est une plume, il a fait déjà sa vie et il est à la retraite. Et il me dit, mais je suis fou de culture. Et il écrit des choses absolument extraordinaires. Ken Bougoul, c'est celle qui a libéré finalement la plume féminine, qui fait qu'on ose dire le corps dans la littérature féminine, ce qu'on n'osait pas. La littérature féminine, la littérature sénégalaise est très décomplexée. Elle est décomplexée, elle n'a d'ailleurs aucun complexe à avoir. Elle peut rivaliser avec toutes les littératures du monde. Vraiment, il y a quelque chose là que nous tenons aujourd'hui et vraiment je lance un appel aux maisons d'édition sénégalaises, tabler sur la qualité, cesser de laisser des coquilles que l'on peut corriger, encore transparaître, même si on ne peut pas tout enlever. Il faut qu'il y ait une véritable politique de soutien à la littérature. Nous pouvons faire de Dakar, du Sénégal, une véritable proue encore pour l'Afrique et drainer tout le bateau Afrique avec nous. Est-ce qu'on peut dire que vous écrivez au féminin? Est-ce que j'écris au féminin? Oui, pour le moment, parce que ce sont ces problématiques-là qui me taraudent. Je pense, mais j'écris également d'autres choses qui ne sont pas encore publiées, qui n'ont rien à voir avec le féminin. J'ai des narrateurs masculins, par exemple. Je me glisse dans la peau d'un homme, d'un baïfal, dans une de mes nouvelles. Pour le moment, tout ce que j'ai publié, c'est vrai que ce sont ces problématiques-là qui m'intéressent parce que j'estime que nous nous sommes beaucoup tus et que c'est bon aussi qu'une voix féminine s'exprime, que plusieurs voix féminines s'expriment. Nous avons hérité de plusieurs autrices, Maria Maba, Aminata Sofal, Aminata Sophie Gueye, Hadi Silla, enfin il y en a beaucoup. Et c'est bien que nous ayons ce corpus-là qui parle de notre condition et qui, j'en suis persuadée, on dit que les écrivains n'ont pas d'impact sur la société. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous avons un impact sur la société. Les jeunes filles qui nous lisent se retrouvent en nous. Il y a une jeune fille qui s'appelle Matissi, qui est étudiante à Ejicom. J'y suis allée pour présenter mon roman d'écrit sous la peau. Elle m'a écrit une lettre. Cette lettre, mais c'est incroyable, elle m'a dit c'est la première fois que je me retrouve, que je peux m'identifier à un personnage principal qui me ressemble. Elle m'a beaucoup touchée et elle m'a donné une responsabilité, cette jeune femme. Je me dis, il faut que j'écrive pour elle,
pour Mathie et pour toutes les Mathis qui sont là, qui attendent et qui veulent des figures auxquelles elles peuvent s'identifier. Et la fiction me le permet. La fiction me permet de naviguer dans le monde, de me glisser dans la peau de n'importe quelle héroïne, de n'importe quel héros aussi, parce qu'il ne s'agit pas non plus que de se faire lire que par les femmes. Le monde est pluriel et donc il faut pouvoir s'adresser à tout le monde. Il faut se décomplexer, cesser de voir des barrières. Moi, je n'aime pas les murs. Les murs, j'essaie de les casser. Je vais la main tendue vers autrui, vers tout le monde. Il n'y a pas de barrière de couleur, de race, de religion. On s'adresse à tout le monde. C'est de la littérature et la littérature, c'est un pont formidable. Le féminisme fait partie de vos combats. Vous avez initié la marche blanche il y a quelques mois au Sénégal. C'est important de parler pour les femmes. C'est important pour vous de parler, de lutter, de combattre la violence exercée sur les femmes. C'est très important. C'est très important parce que cette violence, elle est en train de nous mener vers des terrains vraiment boueux, vers la fange, vers la boue de l'humanité. Elle est en train de nous tirer vers le bas. La violence aujourd'hui a atteint des sommets au Sénégal. On a vu des manifestations dans lesquelles les jeunes meurent. On a vu quelqu'un qui a tué ses 3 enfants et s'est suicidé ensuite. On a vu des enfants tuer d'autres enfants. Mais ce n'est plus possible. La marche blanche des femmes est une marche pour la paix, pour l'apaisement. Mais on ne peut pas avoir la paix sans avoir d'abord fait la guerre contre ces violences, les dénoncer, demander à ceux qui ont le pouvoir politique de proposer des lois qui permettent à la fois de contrer ces violences, mais également de protéger les femmes et les enfants de ces violences. Nous vivons sous le joug d'un patriarcat qui nous oblitère les yeux. Et nous en sommes tous victimes, les hommes comme les femmes, parce qu'il ne s'agit pas... les hommes, je pense qu'ils sont prisonniers d'un système. Bon, c'est facile de dire ça, mais en même temps, on est bien d'accord, on voit des gens tout à fait bien sous tout rapport, mais qui ont dans la tête des idées révolues, des idées obsolètes. Il nous faut absolument combattre cela. Et je pense que petit pas après pas, vraiment goutte après goutte, parole après parole, nous réussirons à hisser ce drapeau de la paix. C'est ça le sens de la marche blanche. Nous avons déposé un mémorandum, un manifeste auprès des autorités. Et nous avons espoir que ce manifeste soit mis en œuvre, que des lois soient votées, que des refuges soient offerts aux femmes qui sont victimes de cela. Il y en a déjà quelques-uns. Je citerai la Maison Rose de Guédiawaye, qui recueille, grâce à Mona Chasserio, qui l'a créée, qui recueille des femmes victimes de violences dans les rues. Je dirais, il y a la psychologue Khaira Kiam qui a récemment également créé une maison. Et il faut que des exemples comme ça puissent prospérer. Pouvez-vous nous lire un passage de votre dernier livre, Rouge Silence? Bien sûr, je vais vous lire un extrait de la page 130. Chaque verset prononcé est un puissant moteur qui ronronne en elle avant de la propulser vers la création d'une femme nouvelle. Les battements tumultueux de son cœur s'apaisent en même temps que se taisent les bruits écrasés de chaleur de la ville. Aucune ride ne vient troubler le silence immobile de la petite pièce. C'est l'occasion d'un tête-à-tête hors du commun avec Dieu. Elle ressent sa sublime présence dans chacun des moments de cette mémorable journée. Une immense reconnaissance envers la miséricorde de son Créateur la saisit au moment où son front touche le tapis soyeux qu'elle inonde de larmes cristallines. Elle est une miraculée, et seul l'amour de Dieu peut produire un tel miracle. Si de toute cette fange vécue et entendue, elle n'est pas souillée, c'est qu'elle est nettoyée par une puissance d'amour exceptionnelle. Une vie nouvelle s'épanouit en son sein, nourrie par le souvenir de sa maman et d'Aram, par l'amour inconditionnel qui la lie à ses filles. Elle est forte et pleine de l'amour reçu et de celui qu'elle donne. Elle s'efface et communie avec cet amour. Le petit salon s'étend et devient un temple d'où s'élève sa prière,
celle du prophète de Khalil Gibran qui naît dans son cœur lorsque ses propres paroles sont incapables de traduire la sienne. Notre Dieu qui est notre moi ailé, c'est ta volonté en nous qui veut, c'est ton désir en nous qui désire. C'est sous ta pression que nos nuits qui sont tiennes se changent en jours qui sont tiens aussi. Nous ne pouvons rien te demander car tu connais nos besoins avant qu'ils ne naissent en nous. Tu es notre besoin et en nous donnant plus de toi-même, tu nous donnes tout. Le temps et l'espace se sont dilatés et la jeune fille flotte dans un état de plénitude qu'elle n'a vécu qu'une fois dans cette jolie mosquée jouxtant le marché HLM à Dakar, accompagnée d'Aram. Elle s'était promis d'aller prier à la mosquée de Paris pour ressentir de nouveau l'indicible bien-être qui l'avait envahi. Voilà qu'elle le retrouve dans cette pièce minuscule et encombrée qu'elle n'avait de cesse de dénigrer. Cette pièce qui acquiert des proportions nouvelles grâce à la prière. Et si le temple était intérieur? Et si tout n'était qu'une question de regard porté sur les choses? Ces questions méritent qu'elle s'y penche avec plus de vigueur. En attendant, en elle, il n'y a plus de place pour le ressentiment, pour la colère ou pour la haine. La tentation est grande de rester ainsi, dans la contemplation et le recueillement qui lui permettent de s'évader des laideurs du quotidien. Cette attitude de repli intérieur lui est agréable, mais il lui faut rassembler son énergie pour agir. Sa maison brûle. Elle n'est pas inquiète cependant. Les solutions, elle les trouvera. Elle découvre la puissance du chant intérieur de la prière qui lui permet de dénouer les nœuds les plus récalcitrants. Il y a certainement un fil invisible qui tisse les événements entre eux, qu'ils viennent du passé ou qu'ils soient du présent, et il est vital de retrouver sa trace pour progresser et se sentir libre. Le petit prince de Saint-Exupéry a raison, pense Yandé, avec extase. On ne voit bien qu'avec l'œil du cœur. Elle entamera le voyage intérieur qui lui permettra d'accéder au mystère de son intimité. Elle sera accompagnée, elle n'en doute pas. La solitude est derrière elle. Avez-vous un message à passer? Oui, j'ai un message à passer. J'ai un message, une incitation à la lecture, une incitation à l'éducation. Moi, je suis une éducatrice et lorsque je vois des femmes prendre leur destin en main, je me dis, nous commençons à gagner la bataille. Il faut arrêter de croire que le mariage est la panacée et que nous ne pourrons nous en sortir que chapeautés par des hommes. Non, je suis désolée, il faut se prendre en main. La vie est trop courte et mérite d'être vécue pleinement. Lisez, parce que nous n'aurons jamais assez d'une vie pour lire tout ce que nous avons à lire. Il nous faut tracer un chemin parmi les broussailles qui nous envahissent. Et ça, seule l'éducation et la formation peuvent nous donner le choix de notre vie.